L'État vacille, mais une décision change la trajectoire. En 2022, au Burkina Faso, un signe inattendu surgit. Des milliers de familles de soldats tombés reçoivent enfin un soutien régulier et prévisible, là où régnait l'incertitude et le silence. Pourquoi ce filet, assumé par Ibrahim Traoré, peut-il peser autant que la puissance de feu, et que devient une guerre quand la dignité des proches cesse d'être un détail administratif? Parce qu'à travers ces versements, les soldats se sentent vus, les veuves respirent et le lien armée-population se recompose sans discours. Ce récit promet une chose précise: comprendre comment un choix apparemment modeste peut produire des effets stratégiques durables dans un État en guerre. Ici, l'enjeu n'est pas de célébrer une mesure isolée, mais d'examiner ce qu'elle déclenche dans le tissu social, militaire et politique du Burkina Faso. Le bénéfice pour le lecteur est clair en quelques mots. Lire les signaux faibles qui changent une guerre. À ce stade, la question centrale n'est pas morale, elle est opérationnelle. Quand la solidarité devient régulière et prévisible, elle cesse d'être un geste symbolique pour devenir une infrastructure invisible. Elle influence le moral des troupes, la perception des familles et la relation quotidienne entre l'armée et la population civile. En arrière-plan, un arbitrage s'impose. Chaque ressource investie dans l'humain est-elle retirée à l'effort militaire ou crée-t-elle au contraire un levier complémentaire? Ce cadre pose les règles du jeu. Ce qui suit analysera les mécanismes concrets, les effets mesurables et les tensions que cette orientation fait émerger, sans extrapolation inutile. Plus de 10 000 familles touchées par la guerre reçoivent désormais un soutien structuré, là où il n'existait auparavant qu'une aide sporadique et incertaine. Ce chiffre, dans un pays aux ressources limitées, marque une rupture méthodologique plus qu'un simple effort budgétaire. Il signale un déplacement des priorités au moment même où la pression sécuritaire atteint un niveau critique. Cette inflexion intervient lorsque Ibrahim Traoré accède au pouvoir dans un Burkina Faso pris dans une spirale de crise simultanée. Les attaques armées se multiplient, les déplacements forcés s'intensifient et la fatigue collective s'installe durablement. L'État est attendu sur un terrain familier: renforcer l'arsenal, durcir les opérations, afficher une réponse militaire visible. Or, la première décision structurante va dans une autre direction, moins spectaculaire mais immédiatement perceptible pour ceux qui vivent la guerre au quotidien. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense devient l'outil central de cette orientation. Sa logique est simple: assurer une aide régulière aux veuves, aux orphelins et aux familles de soldats tombés, sans dépendre d'initiatives ponctuelles ou de promesses fluctuantes. Cette régularité change la nature du lien entre l'institution militaire et la société civile. Elle transforme une relation fondée sur le sacrifice silencieux en un contrat moral plus explicite, où l'engagement des soldats est reconnu au-delà du front. Ce choix s'inscrit dans un contexte où la confiance entre l'armée et la population s'est progressivement érodée au fil des années de conflit. Les soldats sont omniprésents, mais souvent perçus comme isolés, exposés, parfois abandonnés par les structures qu'ils servent. En réorganisant les priorités autour de leur famille, l'État envoie un signal indirect mais puissant. La guerre n'est plus uniquement gérée par la force, elle est aussi assumée dans ses conséquences humaines. Ce cadre permet de comprendre pourquoi une mesure comptable en apparence limitée peut produire des effets disproportionnés. Elle ne réduit pas la violence, mais elle modifie la manière dont le pays la traverse. Et c'est précisément ce décalage entre l'ampleur du conflit et la nature de la réponse qui soulève une question plus large. Cette stratégie peut-elle réellement influencer l'issue d'une guerre prolongée? Les effets de cette orientation apparaissent d'abord à hauteur d'homme, dans des situations concrètes où la guerre cesse d'être abstraite.
Dans une unité stationnée à la périphérie d'une zone rurale régulièrement ciblée par des attaques, les soldats décrivent un changement discret mais décisif. Le fait de savoir que leur famille bénéficie d'un soutien immédiat en cas de perte modifie leur rapport au risque. Ils ne se perçoivent plus uniquement comme des exécutants exposés, mais comme des citoyens reconnus par une nation qui assume leur engagement. Ce déplacement psychologique agit comme un amortisseur. Il n'efface ni la peur ni la fatigue, mais il réduit l'isolement moral qui accompagnait jusque-là chaque mission. Les militaires évoquent une forme de stabilité intérieure, rare dans un contexte où l'incertitude domine. Cette stabilité n'est pas un avantage tactique direct, mais elle influence la manière de tenir dans la durée, jour après jour. Un second impact précoce se manifeste dans les centres de rééducation destinés aux blessés de guerre. Ces structures, longtemps inexistantes ou insuffisantes, offrent désormais un cadre où les séquelles physiques et psychologiques sont prises en charge de façon structurée. Les soldats démobilisés y trouvent non seulement des soins, mais aussi un accompagnement vers une réintégration progressive dans la vie civile. La blessure ne signifie plus automatiquement l'exclusion sociale. Ces deux scènes, éloignées du front médiatique, montrent comment une politique centrée sur la dignité produit des effets tangibles avant même que les résultats militaires ne soient visibles. Elles illustrent un même mécanisme, réduire la rupture entre l'institution et les individus qui la servent. Concrètement, cela se résume ainsi: moins d'isolement, plus de résilience collective. Avant ce virage, la séquence était connue. Les pertes s'accumulaient, les familles restaient dans l'attente et l'État répondait surtout par des annonces sécuritaires générales. Après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, la chronologie se déplace. Le premier déclencheur n'est pas une opération militaire spectaculaire, mais la mise en place d'un mécanisme administratif simple et continu. Rendre l'aide aux familles de soldats tombés régulière, traçable et prévisible. Ce geste, en apparence technique, agit comme un signal interne envoyé à toute l'institution militaire. Le mouvement s'enclenche rapidement. Les premières allocations sont versées, les listes sont stabilisées et les familles cessent de dépendre d'interventions ponctuelles ou de réseaux informels. Pour les soldats déployés sur le terrain, l'information circule vite. Elle ne prend pas la forme d'un discours officiel, mais d'une certitude partagée. En cas de perte, les proches ne seront pas laissés seuls. Ce basculement marque un point de bascule non pas dans l'intensité des combats, mais dans la transformation du rapport psychologique à la guerre. À mesure que cette certitude s'installe, un effet d'entraînement apparaît. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense devient un repère central, autour duquel s'articulent d'autres dispositifs. Les centres de rééducation pour blessés de guerre sont consolidés, offrant une réponse structurée à des situations jusque-là gérées dans l'urgence ou l'improvisation. La logique n'est plus seulement de réparer des corps, mais de préparer des retours, de maintenir une continuité entre le front et la société civile. Le point de bascule se situe dans ce moment précis où ces mesures cessent d'être perçues comme exceptionnelles. Elles deviennent la nouvelle norme. Les familles intègrent cette aide dans leur quotidien, les soldats l'intègrent dans leur projection personnelle et l'armée l'intègre dans sa culture interne. La guerre reste violente, imprévisible, mais elle n'est plus vécue comme une rupture totale entre l'engagement militaire et la vie civile. Ce changement, silencieux, redéfinit la manière de tenir sur la durée. Viennent alors les répliques, plus diffuses, mais tout aussi structurantes. Le moral des troupes se stabilise, les désertions diminuent et le recrutement progresse. Ces évolutions ne résultent pas d'un événement unique, mais d'une accumulation de signaux cohérents. Dans les villages et les quartiers urbains, la perception de l'armée évolue également. Les soldats ne sont plus uniquement associés à la contrainte ou à la peur, mais à une institution qui reconnaît ses propres pertes et en assume les conséquences humaines.
Cette séquence montre comment une décision initiale, limitée dans son périmètre, peut produire une chaîne d'effets qui dépasse largement son cadre administratif. Elle ne supprime pas les tensions ni les critiques, mais elle installe une dynamique nouvelle, fondée sur la continuité plutôt que sur l'urgence permanente. La question qui se pose alors est directe. Cette dynamique peut-elle résister à l'épreuve du temps et de l'intensification du conflit, ou reste-t-elle dépendante d'un équilibre encore fragile? Au point de départ, la situation est claire. Les familles de soldats vivaient sans filet structuré, dépendantes d'aides irrégulières et souvent imprévisibles. Après les premières réformes engagées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'écart devient mesurable. Plus de 10 000 familles bénéficient désormais d'un soutien organisé, régulier et identifiable. Ce chiffre n'indique pas seulement une montée en charge administrative, il traduit un changement de méthode dans la gestion humaine d'un conflit prolongé. Autrement dit, on passe d'une absence de cadre à une prise en charge systématique. Un second indicateur affine cette lecture. Plus de 5 000 orphelins de soldats accèdent à des programmes éducatifs gratuits. Avant, ces enfants se retrouvaient souvent dans une précarité scolaire durable, avec des parcours interrompus par la violence et le manque de ressources. Après, l'accès à l'éducation devient une constante, offrant une continuité sociale minimale dans un environnement instable. Ce chiffre est décisif car il projette l'effet des réformes au-delà du présent immédiat. Il concerne une génération qui grandit sans rompre totalement avec l'institution nationale. Le troisième indicateur se situe sur le terrain économique et sanitaire. Environ 1500 anciens combattants ont pu créer une activité ou s'insérer dans un dispositif de réinsertion structuré, tandis que des milliers de familles accèdent désormais à des soins médicaux via des mécanismes dédiés à l'armée. Là où la blessure signifiait auparavant marginalisation et dépendance, elle devient un passage accompagné vers une nouvelle place sociale. Chaque unité de ce chiffre correspond à une trajectoire stabilisée, plutôt qu'à un risque de désaffiliation durable. Pris ensemble, ces trois données dessinent une même dynamique. Le soutien humain cesse d'être symbolique pour devenir opérationnel. Il agit sur plusieurs horizons temporels à la fois. Le court terme en sécurisant les familles, le moyen terme en réintégrant les blessés, le long terme en maintenant une continuité éducative et économique. Cette stratification est essentielle car elle explique pourquoi l'impact dépasse la seule sphère sociale. Les retours du terrain confirment cette lecture chiffrée. Les soldats évoquent une motivation renforcée, liée à la certitude que leurs sacrifices ne seront pas effacés administrativement. Cette certitude réduit la tentation de la désertion et renforce la cohésion interne, deux variables rarement quantifiables mais directement influencées par ces dispositifs. Dans la population civile, la visibilité de ces chiffres modifie également la perception de l'effort de guerre. L'armée apparaît moins comme une institution distante et plus comme un corps social assumé par l'État. Ces preuves quantitatives ne disent pas que la guerre est en train d'être gagnée. Elles montrent autre chose, un déplacement mesurable des équilibres internes. En comparant la situation initiale et l'état actuel, l'écart n'est pas seulement budgétaire, il est structurel. Reste alors une interrogation centrale, ouverte par ces données elles-mêmes. Jusqu'où cet avantage humain peut-il compenser les contraintes militaires et sécuritaires qui continuent de peser sur le pays? Deux interprétations solides s'affrontent autour de l'orientation choisie. La première défend une logique centrée sur l'humain. Selon cette lecture, soutenir les familles, accompagner les blessés et structurer la réinsertion crée un socle de cohésion sans lequel aucune stratégie sécuritaire ne peut tenir dans la durée. Une armée exposée, démoralisée et socialement isolée s'épuise plus vite qu'elle ne se renforce. Dans ce cadre, la solidarité régulière agit comme un multiplicateur indirect.
Elle stabilise le moral, renforce l'adhésion interne et améliore la relation quotidienne avec la population civile, indispensable dans un conflit diffus. La seconde lecture, tout aussi cohérente, s'inscrit dans une tradition sécuritaire plus classique. Elle considère que chaque ressource consacrée au soutien social est une ressource qui n'est pas investie dans l'équipement, la formation ou la capacité opérationnelle. Dans une guerre asymétrique, affirment ses partisans, l'avantage décisif vient de la mobilité, de la technologie et de la puissance de feu. À leurs yeux, privilégier la dignité et la réparation sociale risque de diluer l'effort militaire au moment où la pression des groupes armés exige une réponse dure, rapide et visible. Face à cette opposition, les éléments observables apportent un éclairage intermédiaire. Les indicateurs disponibles montrent une hausse du moral, une diminution des désertions et une progression du recrutement depuis la mise en place des réformes. Ces évolutions ne prouvent pas une supériorité militaire immédiate, mais elles signalent un renforcement de la cohésion interne, variable essentielle dans un conflit prolongé. Autrement dit, la capacité opérationnelle ne dépend pas uniquement des moyens matériels, elle repose aussi sur la stabilité psychologique et sociale de ceux qui les utilisent. Cette observation ne tranche pas en faveur d'un modèle exclusif, elle suggère plutôt une complémentarité contrainte. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le soutien humain n'apparaît pas comme un substitut à l'effort militaire, mais comme une condition de sa durabilité. Sans équipement, l'armée s'expose. Sans cohésion, elle se fragilise. La tension entre ces deux impératifs ne disparaît pas, elle se gère. Et c'est précisément dans cette gestion que se joue la crédibilité de la stratégie. Ce moment ne se produit ni lors d'une victoire militaire ni à l'annonce d'un plan national, mais dans une scène ordinaire, presque invisible. Loin des caméras, Ibrahim Traoré partage un repas simple avec des soldats stationnés dans un camp isolé. Aucun discours, aucune mise en scène. Pourtant, ce geste modifie subtilement l'équation du pouvoir. La distance symbolique entre l'État et la ligne de front se réduit. Pour les soldats suézans, l'effet est immédiat. Être vu, écouté et reconnu comme individu et non comme une ressource interchangeable change la manière de supporter l'usure quotidienne. Cette proximité ne remplace ni l'équipement ni la stratégie, mais elle redéfinit la confiance. Elle indique que les décisions prises au sommet ne sont pas abstraites, qu'elles s'inscrivent dans une continuité humaine perceptible sur le terrain. Dans la population, l'épisode circule discrètement. Il ne crée pas un élan spectaculaire, mais il ajuste la perception du leadership. Le pouvoir cesse d'apparaître comme une entité lointaine. Il devient une présence capable d'assumer les mêmes conditions que ceux qu'il dirige. Ce déplacement est décisif. Ça, c'est décisif car il transforme la solidarité en crédibilité. À ce point précis, la question change de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les mesures fonctionnent, mais de comprendre ce qu'elles rendent possible lorsque la confiance commence à s'installer durablement. Pour les familles de soldats, l'effet est le plus immédiat. La régularité des aides transforme l'incertitude permanente en horizon lisible. Les allocations mensuelles et l'accès facilité aux soins réduisent la précarité matérielle qui suivait chaque perte. Cette stabilité ne supprime pas le deuil, mais elle évite l'effondrement social qui l'accompagnait souvent. Le soutien devient une reconnaissance nationale, intégrée au quotidien plutôt qu'attendue comme une exception. Pour les anciens combattants et blessés, l'impact se mesure dans la durée. Les centres de rééducation et les programmes de réinsertion offrent un cadre où la blessure n'est plus synonyme de rupture définitive. La création d'activités économiques par d'anciens soldats stabilise des zones fragiles et limite la marginalisation post-conflit. Ici, l'effet clé n'est pas la performance économique brute, mais la continuité, rester inséré dans la société plutôt que d'en sortir brutalement. Pour la population civile non militaire, la perception de l'armée évolue.
Les soldats cessent d'être uniquement associés à la contrainte sécuritaire. Ils apparaissent comme des citoyens soutenus, porteurs de charges humaines reconnues par l'État. Cette requalification atténue la méfiance et facilite les interactions quotidiennes, notamment dans les zones exposées à la violence. La confiance ne devient pas totale, mais elle progresse par accumulation de signaux cohérents. À l'échelle de la vie nationale élargie, les conséquences sont plus diffuses mais stratégiques. Le moral des troupes se stabilise, les désertions diminuent et le recrutement progresse. Ces indicateurs suggèrent une armée plus cohésive, capable de tenir dans un conflit prolongé sans s'éroder intérieurement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la solidarité cesse d'être périphérique pour devenir un facteur d'équilibre institutionnel. Pris ensemble, ces quatre cercles dessinent un même mouvement. La guerre n'est pas gagnée, mais elle est traversée différemment. L'État ne se contente plus de demander un sacrifice. Il en assume les conséquences humaines. Ce déplacement modifie les comportements, les attentes et les seuils de tolérance à l'effort. La question ouverte n'est donc plus seulement sécuritaire, elle est structurelle. Jusqu'où cette cohésion reconstruite peut-elle amortir les chocs à venir lorsque la pression militaire et politique s'intensifiera à nouveau? Si l'on commence par la trajectoire la plus probable, on voit une stabilité progressive mais sous tension. Dans cette trajectoire, les dispositifs existants continuent de fonctionner sans accélération majeure. Le soutien aux familles reste régulier. Les centres de rééducation maintiennent leur capacité et les programmes de réinsertion avancent à un rythme constant. Le moral des soldats demeure relativement élevé, ce qui soutient la tenue opérationnelle sur le terrain. En parallèle, les groupes armés conservent une capacité de nuisance suffisante pour empêcher toute amélioration rapide de la situation sécuritaire. Le pays progresse par petits pas, avec une cohésion qui tient mais qui reste exposée aux moindres chocs politiques ou militaires. Si l'on pousse maintenant vers l'hypothèse favorable, on peut imaginer que la cohésion devienne un avantage structurant. Ici, les mesures de solidarité gagnent en profondeur et en visibilité. La confiance entre l'armée et la population se consolide, facilitant la circulation de l'information et la coopération locale. Les anciens combattants réinsérés renforcent l'économie de proximité, stabilisant certaines zones fragiles. L'image du leadership évolue vers un modèle perçu comme proche du terrain et attentif aux conséquences humaines du conflit. Sans mettre fin à la guerre, cette dynamique crée un environnement où l'État peut reprendre l'initiative sur plusieurs fronts sociaux et sécuritaires de manière plus cohérente. Et si, au contraire, l'on bascule dans une trajectoire défavorable, l'érosion interne peut reprendre le dessus. Dans cette hypothèse, l'intensification des attaques ou des pressions budgétaires fragilise les dispositifs existants. Les retards de paiement ou la saturation des structures de rééducation entament la confiance reconstruite. Les critiques accusant la solidarité de détourner des ressources essentielles gagnent en influence. Le moral des troupes s'érode progressivement et la relation avec la population se tend à nouveau. Les gains accumulés ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent de produire un effet stabilisateur. Ces, ces trois scénarios reposent sur un même point clé, la capacité à maintenir la cohérence dans le temps. Observer les tendances plutôt que les événements isolés devient alors une méthode essentielle pour comprendre si la solidarité peut rester un levier stratégique durable ou si elle demeure vulnérable au retournement rapide du contexte. Pour les habitants des zones directement touchées par la violence, ces réformes modifient d'abord le ressenti quotidien. Voir des soldats mieux soutenus et moins isolés atténue une partie de l'angoisse liée à la présence militaire. La sécurité ne devient pas acquise, mais elle paraît plus incarnée. Les forces armées sont perçues comme des personnes engagées et reconnues, ce qui réduit la distance émotionnelle entre civils et militaires dans des contextes déjà fragilisés par la peur et la fatigue collective.
Pour les citadins et les populations éloignées du front, l'effet est plus diffus mais réel. La narration nationale autour de l'armée évolue. Elle ne se limite plus aux pertes, aux attaques ou aux annonces sécuritaires. Elle inclut désormais la question de la dignité, du soin et de la continuité sociale. Cette évolution influence la confiance dans les institutions et la manière dont les citoyens interprètent les choix budgétaires et politiques en période de crise prolongée. Pour les acteurs communautaires, associatifs et économiques, ces transformations ouvrent un espace d'action plus lisible. Les programmes de rééducation et de réinsertion créent des points d'ancrage concrets pour intervenir, accompagner et compléter l'action publique. La solidarité cesse d'être informelle ou dispersée. Elle devient structurée, ce qui facilite la coordination locale et renforce l'impact des initiatives de terrain. À travers ces trois groupes, un même déplacement apparaît. La guerre n'est plus seulement vécue comme une contrainte imposée d'en haut, mais comme une épreuve collective assumée dans ses conséquences humaines. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche redéfinit la place du citoyen, non plus simple spectateur ou victime, mais partie prenante d'un équilibre fragile à maintenir. Pour transformer l'élan actuel en trajectoire durable, une logique séquencée s'impose, centrée sur ce qui fonctionne déjà. D'abord, sécuriser la continuité du soutien aux familles. Les institutions en charge du Fonds de solidarité nationale pour la défense doivent en garantir la régularité des versements et la transparence des listes. L'objectif est simple: éviter toute rupture de paiement sur les 6 prochains mois. L'indicateur clé reste le nombre de familles effectivement prises en charge sans interruption. Ensuite, renforcer les centres de rééducation. Il s'agit de maintenir la capacité de soins physiques et psychologiques tout en améliorant l'accompagnement vers la réintégration civile. Le calendrier est continu avec des ajustements ciblés sur l'année à venir. Le suivi repose sur le taux de réinsertion effective et la satisfaction des bénéficiaires, deux signaux directs de stabilité sociale. Puis, consolider la réinsertion économique. Les programmes existants doivent accompagner la création et la pérennisation d'activités locales portées par d'anciens combattants. L'horizon est de 12 mois avec un indicateur clair: la survie des activités et leur ancrage territorial. Chaque entreprise stabilisée réduit un risque de marginalisation. Enfin, entretenir le lien armée-population. Communes, forces armées et acteurs communautaires doivent multiplier les interactions concrètes sans mise en scène. Le critère d'évaluation est qualitatif mais observable: l'évolution des perceptions et la réduction des tensions locales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne cherche pas l'effet d'annonce. Elle vise la cohérence dans le temps, condition essentielle pour que la solidarité demeure un levier stratégique plutôt qu'une parenthèse. Dans l'un des centres de rééducation évoqués plus tôt, là où les blessés réapprennent à marcher, à travailler et à reprendre place dans la société, se joue une scène révélatrice. Rien de spectaculaire. Des exercices répétés, des gestes précis, des échanges sobres. Pourtant, c'est ici que les choix politiques prennent leur forme la plus concrète. Chaque progrès individuel rappelle que la guerre ne se limite pas au combat, mais s'inscrit dans des corps, des familles et des trajectoires brisées qu'il faut reconstruire. Ce lieu agit comme un miroir silencieux de l'orientation prise depuis 2022. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la priorité donnée à la dignité ne s'exprime pas dans les discours, mais dans la continuité des actes. Elle relie les familles soutenues, les soldats encore au front et ceux qui tentent de revenir à une vie civile. Le fil conducteur est toujours le même: réduire la rupture entre l'engagement militaire et l'appartenance sociale. Ce rappel éclaire l'ensemble du parcours décrit. Les chiffres, les dispositifs et les débats trouvent ici leur point d'ancrage humain. Ils expliquent pourquoi cette stratégie
imparfaite et contestée, produit malgré tout un effet de cohésion perceptible. La phrase qui s'impose alors, simple et sans emphase, résume cette dynamique. La cohésion naît des gestes qui durent. Dans un pays éprouvé par la violence, cette constance devient peut-être la ressource la plus rare. Au terme de ce parcours, une ligne de force se dégage sans slogan ni promesse excessive. La trajectoire engagée montre qu'en situation de guerre prolongée, la stabilité ne dépend pas uniquement des décisions spectaculaires ou des rapports de force visibles. Elle se construit aussi dans la manière dont un État traite ceux qui portent le poids du conflit et ceux qui en subissent les conséquences silencieuses. La solidarité, lorsqu'elle devient régulière et assumée, cesse d'être un symbole pour devenir une pratique structurante. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette orientation invite à repenser le rôle du citoyen dans une crise nationale. Il ne s'agit pas d'adhérer ou de rejeter en bloc une stratégie, mais de comprendre comment les gestes quotidiens, institutionnels ou communautaires, contribuent à maintenir un équilibre fragile. Partager une analyse, soutenir une initiative locale ou simplement interroger les priorités publiques participent déjà à cette dynamique collective. La question finale reste volontairement ouverte parce qu'elle dépasse un cas national précis. Dans un monde marqué par des conflits durables, quelle place donner à la dignité humaine lorsqu'elle entre en tension avec les impératifs de sécurité? Et jusqu'où une société est-elle prête à aller pour faire de la cohésion non pas une conséquence de la paix, mais l'une de ses conditions?